Bienvenue dans Stéto et Basket. En tant que docteur, nous savons que l'activité physique, c'est la clé de voûte d'une vie en bonne santé durable. Les invités de ce podcast viennent parler justement de leur relation au sport, leur organisation quotidienne, et on aborde aussi des sujets plus généraux, notamment leur parcours professionnel, la notion de bien-être et de bien vivre. Je vous laisse découvrir ces témoignages singuliers. Merci beaucoup Alexia de venir sur le podcast. Tu m'as déjà raconté beaucoup de choses en off. J'espère qu'on va réussir à les remettre parce que c'était génial et très intéressant. C'est vraiment sympa d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton parcours. Et je te laisse te présenter aux auditeurs comme tu veux. Écoute, merci. Je suis ravie aussi d'être là avec toi dans ce podcast que j'écoute régulièrement. Moi, je m'appelle Alexia, j'ai 32 ans. Je suis urgentiste avec mon mari qui est également urgentiste et j'ai un petit garçon de 18 mois. Pour le sport, j'ai commencé quand j'étais toute petite, la baby gym avec ma sœur jumelle, parce qu'on courait un peu de partout et mes parents ils ont voulu trouver une solution pour nous faire bouger. Donc on a commencé par la baby gym, puis après on a fait de la gymnastique artistique. C'était la suite de la baby gym. Donc aux agrès, saut, barre, poutre, sol. On en a fait pendant plusieurs années. J'en ai même fait après la première année de médecine avec ma sœur. On a arrêté en fait juste avant le concours de l'internat. Donc on faisait 6 voire 8 heures de gym par semaine à la fin. Et puis on faisait à peu près 4 compétitions dans l'année, donc le département, la région, la demi-finale et puis si on était sélectionné, la finale nationale, donc le championnat de France. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très 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 sportive. Mon papa qui faisait vraiment beaucoup de courses de vélo. Donc en fait tout petit, on était avec mon frère et ma sœur régulièrement sur les bords de route à encourager mon papa. Donc quasiment tous les week-ends. Et puis quand c'était nos compétitions, c'était nos parents qui venaient nous encourager à la gym. Donc on a toujours été dans ce milieu-là, beaucoup de sport. Mes parents se sont rencontrés en salle de sport. Nous, à la maison, chez mes parents, on avait une salle de muscule avec plein d'agrès qu'ils ont toujours et dont ils se servent toujours. Donc nous, on a refait avec mon mari exactement pareil chez nous. On a aussi une salle de muscule dans notre maison. Et puis les vacances étaient toujours sportives avec mes parents. On faisait toujours du vélo, de la rando. On bougeait toujours en fait. C'était un mode de vie et c'est resté un mode de vie. On continue à faire toujours du sport. Toute ma famille, ma sœur, mon frère, mes parents, on est très très actifs, on va dire. Donc t'en as fait tout le collège, tout le lycée. Tu dis même en début de médecine. Et quand est-ce que tu as envie de faire médecine, toi ? Alors en fait, j'ai voulu faire veto quand j'étais au collège. Je voulais soigner et puis j'ai fait un stage en 3e chez une vétérinaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le soin c'était super, mais moi j'avais besoin du contact avec les gens et en fait j'avais besoin de discuter. Donc du coup, je suis partie sur médecine et du coup voilà, j'ai fait médecine. Ma sœur aussi d'ailleurs, ma sœur jumelle aussi, elle est médecin aussi. Et donc je suis passée carré et du coup pendant 2 ans j'ai arrêté la gym, je faisais juste quelques petits footings et puis en fait on a repris la gym après la première année de médecine et on a continué les compétitions jusqu'à la 5e année, fin de 5e année, jusqu'à qu'après on ait vraiment plus le temps pour faire suffisamment d'heures et continuer de progresser. D'accord. Donc c'était des compètes adultes En fait, on a fait tous les niveaux. Alors, ça marchait par classe de niveau et classe d'âge. Il y a des niveaux d'âge jusqu'à 14 ans et après, c'est toute catégorie. Alors, on était dans une petite fédération. C'est une fédération qui s'appelle l'UFOLEP. C'est pas la Fédération française de gymnastique, mais c'est une fédération qui rassemble quand même pas mal de licenciés. Et du coup, ce qui était pas mal dans cette fédération, c'est qu'il y avait un petit peu moins de compétition que dans la Fédération française de gymnastique et c'était un petit peu plus loisir. Je pense, dans cette fédération-là. D'accord. Il y a eu peut-être moins de compètes à rendre, entre guillemets, puisqu'il y en a un certain nombre, normalement... Alors, il y avait 4 compétitions dans l'année, mais il n'y avait pas vraiment de compétition individuelle par agrès. En fait, on faisait chacune notre passage. On était par équipe de 5 ou 6 selon le niveau. On faisait tous nos passages en saut, barre, poutre et sol. Et après, les classements individuels, c'était sur le même passage que le classement, que les passages qui permettaient le classement en équipe. Et donc, c'est ça qui diffère avec la Fédération française de gymnastique. Donc, en fait, ça nous faisait un petit peu moins de compétition. Et puis, c'était bien comme ça. D'accord. La gym, tu faisais que la gym ou autour, tu avais un peu de préparation physique, tu faisais du cardio?
Alors, en fait, en début d'année, pour éviter les blessures, et là, je remercie vraiment nos coachs qui nous ont qui ont vraiment pris soin de nous. En fait, à chaque fois en début d'année, pendant un mois, on faisait la préparation physique, donc on faisait de la muscule, des étirements et du cardio. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé la course à pied. On courait un petit peu avant de se mettre à la muscule, et après on faisait de la muscule, et finalement, on touchait pas aux agrès avant. On commençait en septembre, je vais dire avant début octobre, on touchait pas aux agrès, et ça nous a habitués à faire un peu de muscu, renforcement, cardio, et puis pour pas se blesser, quoi, prévenir les blessures. Et fort heureusement, on s'est pas trop blessé quand même dans notre club. Oui, mais tu as raison, parce que ça, c'est un truc qui marque les carrières quand même. Donc, première année, tu t'es mise à courir un peu, enfin, tu as couru un peu. Tu faisais que ça pour... Ouais, première année, franchement, c'était quelques footings le dimanche et à la limite, c'était mon bol d'air. Je me disais, bon, allez, je bosse toute la semaine et puis dimanche soir, 18h, je vais courir. Et donc, je m'y tenais. Je pense que je courais bien une fois par semaine. Du coup, comme je suis passée carré, j'ai fait pareil la deuxième année. Et après, par contre, à partir de la P2, on s'est mis à plus courir avec des copines de la gym et à se mettre des objectifs. Le semi-marathon de Lyon, pour commencer. On a commencé direct par un semi-marathon, puis un second, et puis après, en fait, on s'est fait entraîner dans les courses. On nous a dit un jour, le papa d'une copine nous a dit, on était en Corse avec ma sœur, et il nous dit, il y a un trail de 10 km là dans la montagne, est-ce que ça vous dit? Le trail, c'est super, j'en avais jamais fait avec ma sœur. Donc nous, on dit, allez, on essaye, quoi, ça se trouve, ça sera bien. Et donc, il nous a emmenés sur un 10 km, je crois qu'il y avait 600 mètres de dénivelé positif, donc c'est quand même pas rien. Et puis on a fait, ma sœur, elle finit 4e, moi je finis 5e, puis c'était super. Et puis voilà, c'était parti pour notre aventure trail, et puis depuis, on n'a jamais arrêté. Et des longueurs, enfin des distances en plus. Ouais, alors c'est vraiment allé progressivement. On n'a pas fait, donc ça fait quand même, je pense qu'on a dû commencer autour de 2012, les trails, quelque chose comme ça. Et là, tu vois, on est en 2025. Moi, je fais à peu près des 40, 60, 65 kilomètres. Ma sœur, elle fait plus. Elle peut faire jusqu'à 100 kilomètres. Là, elle va en préparer un. Mais c'est vraiment allé progressivement. On a vraiment pris plus de 10 ans. On a fait des petits 10, des 15, 20, 30, 40. Puis à chaque fois, on voyait que ça passait et on voyait qu'il nous restait un petit peu de réserve. Et puis on allonge les distances et finalement plus on allonge et pour ma part plus ça me plaît. On est d'accord que tu es dans une région où il y a déjà du dénivelé, donc tu peux t'entraîner. Alors un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis en Nord-Isère. Il y a quelques collines, on va dire. Il y a le Pilat qui est pas très loin, et puis après on a la chance d'avoir les montagnes qui sont quand même pas très loin. Le Vercors est très proche, et puis en fait toutes les montagnes, les Alpes sont pas très loin de chez nous. On a entre 1 et 2 heures de route. On y va régulièrement sur des week-ends avec des copains, week-end trail où on court et on peut s'entraîner à ces moments-là. Est-ce que tu mettrais cette régularité que tu as mise apparemment de manière naturelle, parce que tu t'as pas dit j'ai dû m'astreindre, on sent qu'il y a une forme de régularité un peu innée. Est-ce que tu le mettrais sur une transmission qu'ont pu te faire tes parents? Ah oui, complètement. C'est un mode de vie. Moi, quand je me dis dans la semaine, tiens, je vais courir lundi, mercredi, vendredi parce que mon organisation le permet, c'est pas une contrainte. C'est comme quand je me lève le matin et je me dis, je vais prendre mon petit déj et je vais me laver les dents. C'est pareil, en fait. Le sport, ça fait vraiment partie de mon mode de vie, mais parce que mes parents sont comme ça. Mes parents, ils travaillent tous les deux et en fait, quand ils rentrent le soir, régulièrement, ils vont faire leur sport, le vélo, la muscu, ils font de la danse de salon aussi. Le week-end, tous les matins, ils prennent leur vélo, ils vont rouler le samedi et le dimanche. Et en fait, nous, on a été élevés là-dedans. Donc pour nous, c'est normal d'aller faire du sport quand on peut, quoi. Et d'ailleurs, si j'en fais pas, je suis pas bien, quoi. Je dors pas bien, je suis irritable. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais par contre, il a fallu s'organiser avec les changements, avec l'internat, avec le travail aux urgences, avec les gardes. Mais en fait, on avait l'habitude de voir nos parents qui s'organisaient pour faire du sport. Et donc, moi, j'ai continué à faire un peu comme eux, finalement. Surtout que c'est l'histoire. Tu m'as dit que tes parents s'étaient rencontrés en salle de sport. Oui, c'est ça. Ils se sont rencontrés en salle de sport et puis ils ont toujours continué le sport et puis je pense qu'ils continueront toujours et c'est nos modèles en fait. Ma maman, elle est sage-femme, elle fait du sport. Mon papa, il travaille aussi, il fait du sport et en fait c'est toujours nos modèles. Et encore, nous, on a l'impression de faire des grandes distances. Quand je vais rouler 50 km, je suis contente de moi, mais mon papa, il va rouler sans borne tous les week-ends, le samedi, le dimanche. Et c'est normal pour lui, c'est son mode de vie en fait.
Oui, c'est intéressant ça ce que tu dis, mode de vie. C'est vrai, c'est chouette d'entendre ça aussi. Bah, par exemple, quand j'entends mes copines qui me disent, ben moi j'ai pas la motivation de courir, faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour aller courir. Mais moi je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai pas besoin de motivation. C'est pas une motivation, ça fait partie de ma vie finalement. J'ai pas besoin de me dire, oh là là, il faut aller courir. Alors c'est sûr que s'il pleut, je vais pas aller courir. Je vais me mettre sur mon trainer ou faire une séance de muscule dans mon garage. Je vais pas m'obliger à aller courir sous la pluie ou quand il fait moins 2 degrés. Hein, ça c'est sûr. Je reste sur du sport plaisir, on va dire. Oui, tu adaptes en fait en fonction de ton environnement, quoi. Oui, tout à fait. J'adapte en fonction de la météo, j'adapte en fonction de mes contraintes horaires, j'adapte aussi en fonction de mon fils. Tu vois, quand j'ai mon fils à la maison, parce qu'il est que 3 jours par semaine chez la nounou, bah je sais qu'il va faire sa sieste l'après-midi entre 1h30 et 3h. Bah hop, quand il est couché, bah comme je suis à la maison et qu'il faut l'écouter au babyphone, on va dire, bah allez hop, je vais vite sur mon vélo, mon entraîneur, je fais ma séance et je sais que j'ai fait mon sport, quoi. Et si par contre après il fait beau, après je vais faire une activité sportive avec lui. Je le mets derrière mon vélo et puis on va faire du vélo. Avec mon mari, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du bike and run, c'est-à-dire qu'on met le petit dans le siège et puis il y en a un qui court et un qui pédale et on inverse. On change toutes les 5 minutes. Ça fait un peu de fractionné, ça promène le petit, ça nous fait prendre l'air, une activité familiale et puis on aime bien. Oui, alors en plus tu donnes quelques petits trucs sur comment faire avec un jeune enfant. Oui. Parce que ton petit est vraiment jeune et en effet souvent on peut se demander ça quand on est famille avec jeunes enfants, c'est comment faire réellement pour s'organiser, quoi. Bah, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, c'est quelque chose qui me faisait peur. C'est vrai que donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble avec mon mari. On s'est mariés en 2022 et puis quand on a lancé le projet bébé, bah moi je freinais un petit peu pour me dire mais comment je vais faire pour faire tout le sport que je fais actuellement avec un petit et puis j'avais quand même quelques exemples autour de moi de gens qui avaient des enfants en bas âge et qui continuent à faire du sport et je me suis dit bon bah si eux ils y arrivent, nous on va y arriver et finalement rapidement on a trouvé nos habitudes, on a trouvé nos marques. À 1 mois du postpartum, moi j'étais sur mon home trainer avec mon bébé qui était à côté dans son landau et en fait le home trainer faisait un bruit blanc et il dormait à côté. Puis après on a pris l'habitude. Hein. J'allais courir avec la poussette aussi au début quand j'ai repris la course moitié marche, bah je le poussais et puis ça le promenait puis en même temps je courais. Puis finalement ça s'est fait un petit peu naturellement et puis après avec l'organisation familiale on a pris nos habitudes. En général, je vais courir ou rouler donc à l'extérieur de la maison quand mon fils il est gardé ou sur mes repos de garde si mon mari il est là et qu'il peut garder notre fils, quoi. D'accord. T'avais pensé quoi, toi, souvent ma question un peu, du sport scolaire? Alors moi, le sport scolaire, j'ai toujours adoré. Quand on était en primaire, on faisait des crosses. Et d'ailleurs, c'est finalement la course à pied, ça remonte même à cette époque-là. En primaire, on faisait des crosses. Alors, j'arrive pas à me souvenir si c'était, je pense que c'était interscolaire puis après départementaux. Moi, j'étais toujours sur le podium. Je gagnais toujours. J'étais toujours sur le podium et j'allais toujours au département. Puis après, au département ou à la région d'ailleurs, je m'en souviens plus vraiment. Je me faisais rouler dessus, mais c'est pas grave. J'aimais trop les crosses et ça a commencé là, la course à pied. Puis après au collège, je faisais toujours partie des sportives. On a eu la chance au collège de faire la natation en 6e et en 3e et en fait souvent j'étais la seule fille parce que tout le monde se faisait dispenser. Les filles elles étaient pas très à l'aise avec leur corps. Moi j'avais la chance d'être sportive et d'être assez à l'aise dans mon corps grâce à la gymnastique. Hein. On est en juste corps toute l'année finalement, donc on est assez à l'aise avec nos corps finalement. Et donc j'allais à la piscine, j'étais la seule fille, mais tant pis, j'aimais bien moi le sport scolaire, j'ai vraiment aimé. Je pense même qu'il y en a pas assez. Ok. Je pense qu'on pourrait en proposer plus. On faisait 2 fois 2 heures, nous, dans notre collège. Et en fait, ça permet de découvrir plein de sports. Moi, j'étais pas du tout sport collectif. Mes parents le sont pas du tout. Et puis, ça a permis de faire un petit peu de sport collectif. Bon, alors moi, je suis pas du tout dans ce projet-là de sport d'équipe, mais ça a permis de toucher à tout, d'essayer pas mal de choses. Et finalement, je trouve ça très bien, le sport scolaire. Ok, d'accord. Alors, après, durant tes études, comment tu les as vécues, toi, les études, le début enfin, la P1 même, comment tu l'as vécu, et puis la suite? La P1, c'était un petit peu difficile parce que je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai une sœur jumelle et en fait, ma sœur jumelle, elle est très scolaire, très brillante. Donc, on a toujours été dans la comparaison partout,
à l'école, au sport. Et puis en fait, elle est passée primante quand moi je suis passée carré. Donc ça, c'était vraiment dur. Alors j'étais hyper contente pour elle parce qu'elle est passée en P2 et puis moi il fallait que je recommence. Et puis ce qui était dur, c'est que quand j'ai dû faire ma deuxième première année, elle avait repris la gym. Et moi, je pouvais pas aller à la gym. Et donc, c'était dur parce que la gym, c'était notre repère. La gym, on y passait 6 à 8 heures par semaine. Nos coachs, ils nous ont vu grandir, ils nous ont vu évoluer. Et du coup, moi, j'étais privée de la gym et c'était presque une motivation. Je me disais, allez, il faut que je réussisse cette P1, comme ça, je reprends la gym. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai repris la gym. Donc, c'était 2 ans qui étaient très longs, mais finalement, j'ai un petit peu la mémoire sélective. Je m'en souviens pas comme un mauvais souvenir. Puis après, après une fois en P2, D1, enfin une fois externe, là, le sport, je vais pas dire à outrance, mais pas loin. Hein. On faisait franchement le plus souvent possible de la gym. Dès qu'on pouvait, on faisait de la muscule, on allait courir. Je pense même que, en fait, avec le recul, je suis même certaine que je suis allée dans le trop à certains moments de ma vie. À certains moments où je me disais, non, je vais pas faire cette soirée médecine parce que sinon je serais fatiguée, je pourrais pas faire mes séances de sport demain. Je sais qu'il y a des moments, j'ai flirté avec le trop. Donc maintenant, je sais que j'ai trouvé mon équilibre. Je sais que maintenant, il n'y a pas de trop. Je sais me raisonner. Si je rate une séance, c'est pas du tout la fin du monde. Alors qu'à une certaine époque, je pense que j'aurais pu en faire toute une montagne de rater une séance de sport. C'était pas une relation parfaitement saine avec le sport finalement. Mais sans t'être blessée pourtant. Non, alors j'ai eu quelques petites blessures, mais comme tout le monde, j'ai eu des tendinites au tendon d'Achille, mais pas de grosses blessures. Je me suis fait une très grosse entorse à la gym la première semaine de ma première P1, entorse qui m'embête encore un peu beaucoup d'ailleurs. Je garde une grosse instabilité, mais j'ai jamais eu de grosses blessures, donc je touche du bois pour l'instant. D'accord. Et durant ton parcours après, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et vers quoi après tu as voulu te diriger? Alors, ce qui m'a le plus plu et qui me plaît encore, c'est vraiment d'être au contact avec la nature. Pour le coup, quand on faisait de la gymnastique, on était vraiment enfermés dans un gymnase. Et puis une fois qu'on a découvert la course à pied et puis surtout le trail, et de découvrir la nature et la montagne en faisant du sport, et on s'est vraiment mis dedans. Et puis maintenant, ce qui me plaît dans le trail, c'est aussi le côté social, parce que souvent on fait des trails avec des copains ou sinon on rencontre des gens sur un trail, et puis surtout sur des trails longs, on trouve toujours des gens qui ont notre rythme, on discute, chacun vient de milieux différents, et ça aussi ça me plaît dans le trail. Après, dans le vélo, parce que j'aime aussi beaucoup faire du vélo, ce qui me plaît, c'est de pouvoir aller plus loin. Parce que quand on court, c'est vrai qu'on a beau faire 20, 25, 30 kilomètres, on va jamais aussi loin qu'en vélo. Et donc, le vélo, ça permet de découvrir pas mal l'environnement. Là, on a déménagé en Nord-Isère il y a quelques années, et c'est vrai que le vélo permet d'aller beaucoup plus loin et de découvrir plein d'endroits à côté de la maison, des endroits sympas. On parlait là en off tout à l'heure des blessures, alors plus ou moins importantes, et je rebondissais sur le fait que tu avais réagi récemment sur l'histoire des blessures, parce qu'on avait plutôt parlé sur des groupes du rugby, des blessures liées au rugby, suite au témoignage de Chabal en fait, ce rugbyman. Et toi, tu avais dit aussi attention, il y a d'autres sports qui sont extrêmement pourvoyeurs de blessures, puisque là c'était plutôt blessures neurologiques, on va dire, pour le rugby. Et c'est vrai que tu avais parlé du vélo notamment. Oui, alors en tant qu'urgentiste et smuriste, c'est vrai que les vélos, on voit souvent des accidents de vélo. On va les chercher au bord de la route. Hein. C'est ce que je te racontais tout à l'heure. Moi, quand je roule sur mon secteur, mon ancien secteur SMUR, puisque j'ai changé d'hôpital, des fois, je passe à des endroits. Ce matin encore, et je me dis là, j'ai ramassé un monsieur. C'était un crâne. Je l'ai emmené au déchocage. Là, j'ai ramassé un monsieur qui avait un bassin. Puis c'est vrai qu'on a aussi notre histoire familiale au niveau des accidents de vélo. Mon oncle qui a fait quelques mois de coma, mon papa qui a eu 2 graves accidents de vélo, qui fait des passages en réanimation. Et pourtant, que ce soit mon oncle ou mon papa, ils font toujours du sport, ils font toujours du vélo. Donc oui, le sport c'est pourvoyeur de blessures, mais finalement c'est pas à cause des blessures qu'on s'arrête de faire du sport. C'est pas quelque chose qui va me stopper en tout cas pour continuer. Le tout c'est de bien se remettre en fait. Tout à fait. C'est sûr que après le sport égale blessure. Hein. Je pense qu'aucun sportif qui fait du sport depuis longtemps n'a pas
n'a jamais été touché par une blessure. Je pense que chacun, on sera confronté un jour ou l'autre à une blessure. L'essentiel, c'est de bien récupérer et puis de se remettre en selle derrière, quoi. Donc là, tout ce qui est trail, vous le faites en famille? Comment vous faites? Alors, depuis qu'on a notre fils, on fait un petit peu différent, mais avant, souvent, c'était entre amis. On s'inscrivait à un trail et puis on le faisait tous ensemble. Maintenant, on essaie de se débrouiller pour trouver des événements trail où il y a une course le samedi, une course le dimanche. Comme ça, il y en a un qui court un jour, l'autre qui court l'autre jour. Par exemple, là, cette année, mon mari, il a fait le Grand Trail les Templiers, il a couru le dimanche. Et puis moi, du coup, je faisais un trail de 30 km le samedi. Ça m'a permis de me remettre dans le trail après avoir accouché. Et puis là, cette année, on fait un peu pareil. Il refait les Templiers, le 80 km. Moi, je vais faire l'intégrale des Causses, 65 km. Donc, c'est pas le même jour, c'est parfait. Si jamais on trouve pas d'événement où il y a des courses les différents jours, on alterne. Par exemple, l'année dernière, lui, il a fait un trail qui nous tient à cœur à Valmorel lors de l'événement de la Mad Trail. Cette année, c'est moi qui vais le faire. Ou cette année, on a fait un petit trail avec notre service des urgences en Ardèche. On sait que l'année prochaine, c'est lui qui va le faire. Il y en a un qui garde le petit et puis un qui court. Et puis on s'arrange comme ça et puis ça fonctionne. D'accord. Donc là, tu parlais service des urgences et tout. Donc toi, tu n'as pas choisi urgentiste au départ? Et non, j'ai pris médecine générale. En fait, il faut dire que après la 6e année, j'en avais juste marre. J'en avais vraiment marre des études. Je voyais ma sœur qui donc avait un an d'avance, qui était déjà interne, et moi je voulais juste finir le plus vite possible. Et puis c'est vrai que je voulais pas faire de spécialité parce que tout me plaît en fait et j'avais du mal à choisir et à me dire que je m'occuperais que d'une seule spécialité d'organes. Alors j'ai toujours aimé les urgences. Je suis passée 2 fois externe au CHU parce que je voulais faire des urgences. Et puis quand il y a eu le DES qui a changé là, donc en 2017 et que c'est devenu une vraie spécialité, ça m'a fait peur en fait de me dire que j'allais rester urgentiste toute ma vie et pas avoir de porte de sortie si je choisissais cette spécialité-là. Et puis du coup, j'ai pris médecine générale et puis j'ai eu des bonnes rencontres en premier semestre, des chefs qui sont venus me voir au bout de quelques mois et qui m'ont dit mais t'es sûr que tu veux faire de la médecine générale parce que nous, on te voit pas du tout médecin généraliste. Par contre, on pense que tu as vraiment le profil urgentiste. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Puis donc là, je leur ai expliqué que finalement, j'aurais bien voulu faire des urgences, mais que malheureusement, j'avais pas le classement nécessaire pour faire un droit au remords. Et donc, j'ai quand même rencontré, grâce à eux, la personne qui s'occupait du DES d'urgence à Lyon et qui m'a dit, mais moi, j'aime bien les parcours atypiques. Il reste encore une année du DESC, donc le DES, avant le DES, c'était un desk, et donc il restait une année. La dernière année de ce diplôme-là, il m'a dit, écoute, tu peux faire les cours avec eux. Si tu arrives à valider ton stage de réa, moi je te valide ton diplôme d'urgence, quoi. Puis j'ai participé au cours et puis finalement il a fallu quand même demander l'avis au médecin généraliste de ma ville pour qu'ils puissent donner leur accord et malheureusement j'ai pas eu leur accord. Donc moi j'ai gardé quand même en tête cette idée puis j'ai continué mon parcours. J'ai fait plein de DU, plein de DU, j'ai fait des formations, je me suis vraiment donné les moyens, c'était pas facile. J'ai eu la chance d'avoir des stages au CHU, j'ai eu des stages de soins intensifs un jour où il manquait de stages en fait, le jour du soir du stage, on arrive et il manquait 2 stages par rapport au nombre d'étudiants qu'on était. Et là, panique, ils ont ouvert 2 places, dont un poste de soins intensifs. Alors que normalement, on était tous médecins généralistes. Moi, j'ai choisi le poste de médecine intensive, donc c'était super, ça m'a fait mon stage de réa. Et puis après, j'ai tout orienté urgence, j'ai fait le CHU aux urgences pédiatriques, urgences gynéco, donc mon stage d'urgence. Et puis pendant mes stages PRAT, donc stage PRAT niveau 1 et mon ça se passe, en fait, je retournais dans le service d'urgence de mon premier semestre qui m'avait promis un poste en tant qu'urgentiste et j'allais faire du SMUR et des soins intensifs. Donc en fait, quand je dis je me suis donné les moyens, c'est que quand les autres ils avaient fini leur stage PRAT et qu'ils étaient chez eux à faire ce qu'ils avaient envie, moi je retournais à l'hôpital, je reprenais des gardes. Quand j'étais sur des stages de garde, notamment le stage d'urgence pédiatrique que tout le monde trouvait horrible car trop de gardes, moi je prenais encore des gardes à côté parce que je voulais absolument me former et je voulais vraiment me donner les moyens de pouvoir devenir urgentiste. Après j'ai fait plein de diplômes pendant mon internat et puis après j'ai fait un diplôme de régulation,
un DU de régulation, j'ai fait une capacité de médecine de catastrophe, j'ai fait un DU de médecine d'urgence en milieu intra-hospitalier, j'ai fait un DU de pathologie traumatique. Et puis, finalement, après quelques années à avoir travaillé aux urgences, j'ai demandé ma requalification. Et du coup, depuis l'année dernière, j'ai été requalifiée médecin urgentiste grâce à l'ordre. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu la procédure, enfin ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent? Alors, je parle que de la requalification en tant que médecin urgentiste parce que je connais que celle-ci. Si je me souviens bien, il fallait 4 ans d'exercice dans un centre d'urgence, dont 2 ans en temps plein. Et puis après, il fallait au moins un diplôme parmi DU de régulation, DU d'urgence vitale, DU de médecine de catastrophe et DU de polytraumatisé, si je dis pas de bêtises. Et après, donc, il fallait expliquer son parcours. Donc, moi, c'est vrai que je m'occupais de pas mal de choses à ce moment-là à l'hôpital, dans mon ancien hôpital, puisque j'ai changé l'année dernière. Mais je m'occupais de la situation sanitaire exceptionnelle, je m'occupais des internes, j'avais participé à quelques études et donc tout ça, ça faisait partie de mon dossier. Et après, c'est étudié à l'ordre du département. Ensuite, le département donne son accord. Si c'est validé, ça monte à l'ordre national, qui donne son accord ou pas. Et puis après, on a un petit entretien avec des représentants de la médecine d'urgence au niveau de l'ordre national. Et ensuite, ça redescend à l'ordre départemental. Il y a une nouvelle étude du dossier. Et à ce moment-là, on reçoit une requalification et on est radié de. Donc moi, j'ai été radiée du tableau de l'ordre de médecin généraliste. Et maintenant, je suis inscrite en tant que médecin urgentiste. Si je repars vers le sport, là, dans toutes les courses là dont tu as parlé, tu avais parlé aussi alors pas là, mais en off, de la Spartan Race. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, c'est sûr. Alors en fait, au milieu de notre début trail, on se fixait des petits objectifs. Donc, vu qu'on faisait de la préparation physique, musculation et qu'on faisait de la course à pied, on a vu qu'il existait des événements qu'on appelle des Spartan Race. C'est des courses à obstacles. Et donc, on faisait ça entre amis. Et en fait, on a pareil augmenté les distances un peu comme le trail. On a commencé par faire, c'était 13 km à l'époque à Valmorel dans la neige, puis après on a fait 23 à Morzine, et puis en fait c'est devenu une habitude, et finalement tous les hivers on faisait nos Spartan Race à Valmorel en hiver, et puis à Morzine en été. Cette année d'ailleurs on va encore faire. Il y a certains week-ends où on faisait ce qui s'appelle la trifecta, c'est-à-dire qu'on faisait la super 5 km, la super 10 km, la sprint 5 km et la beast 20 km. Donc c'est sur le week-end, on faisait 3 courses, donc on finissait fracassés, mais on était très contents. Et donc cette année, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est un de ces week-ends-là où il y a 50 km le vendredi que mon mari fait, et moi je fais le 20 km le samedi avec des copains et ma sœur jumelle. Donc ça marche très bien pour garder le petit. On va faire nos 2 courses, comme avant. Ah oui. Et comment au quotidien tu t'es organisé dans ton planning professionnel et tout pour caser des entraînements de sport? Alors, après la naissance de mon fils, je suis passée à temps partiel pour une question de week-end, parce que mon mari, il est aussi urgentiste. On n'en a pas parlé encore, mais j'étais dans un autre service avant où il y avait des grosses difficultés en termes d'effectifs médicaux. Je sais pas si je peux parler de burn-out, mais je pense que j'ai frôlé le burn-out l'année dernière, et donc j'ai démissionné fin juin l'année dernière pour débuter dans le service où je suis actuellement et où mon mari est actuellement. Et finalement, l'organisation familiale est simplifiée parce que la personne qui s'occupe des plannings fait en sorte qu'on soit pas de garde ensemble pour qu'on puisse garder notre fils. Et du coup, en gros, c'est des gardes de 24 heures. Donc, mon mari garde mon fils où il est un petit peu à la nounou. Et puis, moi, je vais en garde. Et puis après, lui, il va en garde. Enfin, on s'alterne. Et finalement, j'arrive à faire du sport quand mon fils, il est chez la nounou. Donc, il y est 3 jours par semaine à peu près. Et puis, si je suis toute seule avec lui, et ben, comme je disais, je me mets sur mon home trainer ou séance de muscule. Et quand on est tous les 3, soit on s'alterne, donc il y en a un qui va courir pendant que l'autre garde le petit, et inversement, ou sinon, quand il fait beau, on fait le fameux bike and run. Donc ça nous permet de faire du sport en assez grande quantité, on va dire. On va dire que une semaine normale, c'est entre 4 et 10 heures de sport par semaine, on va dire, à peu près. Sachant qu'en été, c'est plutôt 10.
avec le beau temps. Et tu adaptes ton alimentation ou il y a quelque chose aussi dans ton quotidien? Alors, on a toujours très bien mangé grâce à mes parents, puisque mon papa il faisait attention à ce qu'il mangeait, donc avec le vélo, et puis ma maman aussi faisait très attention. On a toujours mangé fait maison. Mon papa et ma maman ils faisaient leur jardin, et donc on a toujours été habitués à manger des légumes. Donc en fait, manger sainement, c'est pareil que le sport finalement. J'aime pas dire que c'est une contrainte, c'est une habitude. C'est une habitude, et puis mon mari il a aussi pris l'habitude, et finalement quand on mange pas bien quelques jours, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'on mangerait des légumes, ce serait bien. Donc finalement l'alimentation, j'y pense pas plus que ça, quoi. Je fais mes courses comme d'habitude. Je me dis pas je vais adapter vraiment mon alimentation. On va dire que on adapte avant les courses, quoi, pour éviter d'avoir des troubles digestifs, pour avoir des petits encas, on va dire, pendant les trails longs. Mais finalement, on mange toute l'année pareil, et on n'adapte pas en fonction des compétitions, par exemple. D'accord. Ok. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu besoin non plus de toute l'année, en lissant sur toute l'année, une alimentation spéciale pour pouvoir tenir sur les trails ou quelque chose. Non, d'autant plus que on va dire que je pense qu'on fait pas du sport performance. On va dire que c'est un peu plus que du sport santé, parce que tout le monde ne fait pas des trails de 60 ou 80 kilomètres. On va dire qu'on est un petit peu entre deux, que nous, notre performance, on va dire, c'est pouvoir finir une course. On va pas se fixer un objectif de temps. Et donc, du coup, comme on n'a pas un objectif de performance, on n'a pas besoin non plus d'optimiser notre alimentation ou notre entraînement à la perfection. On va dire qu'on fait selon notre organisation, et l'alimentation, on fait comme nos habitudes depuis toujours, en fait. On se met pas de contraintes de ce côté-là. À un moment, là, tu as dit au début, quand je fais pas de sport, je remarque que je suis pas bien, je dors mal, tout ça. Donc, tu remarques au quotidien ce sport régulier, mais en même temps, c'est vrai que t'as jamais eu des grosses coupures, quoi, tout quand tu fais. Eh bien, La coupure, il y a quand même eu une petite coupure quand j'étais enceinte, parce que finalement j'ai couru jusqu'à 4 mois et demi de grossesse, et puis à 4 mois et demi on m'a dit non mais là tu contractes en fait, déjà t'arrêtes le boulot, donc on m'a mis en arrêt, et puis surtout t'arrêtes le sport, quoi. Je me suis retrouvée sur mon canapé. C'était pas facile. Donc finalement, j'ai trouvé la natation qui me permettait de continuer à bouger sans me faire contracter. J'allais nager 3 à 4 fois par semaine. Heureusement, je sais pas ce que j'aurais fait sans ça. Et puis il y a 36 semaines de grossesse, ça y est, on avait passé le le terme, on va dire. Du coup, je me suis remis sur mon trainer. Avec mon gros ventre. Et puis du coup, après le postpartum, comme je te disais tout à l'heure, à un mois du postpartum, j'étais déjà sur mon home trainer. Donc finalement, j'ai pas eu de grosses coupures. Et heureusement, parce que quand je fais pas de sport, par exemple là, cette année sur le trail, lors de l'événement des Templiers, je me suis fait une entorse, une belle entorse que j'ai voulu pour une fois bien soigner. Et donc j'ai vraiment arrêté de courir pendant quelques semaines. Donc je faisais encore un peu de muscule et un peu de home trainer, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Les nuits étaient de moins bonne qualité, on va dire. Et puis je pense que je m'énervais un peu plus facilement aussi. d'accord. Ouais, donc c'est là-dessus que tu le remarques le plus, toi. Ah ouais, le sommeil, et puis la patience, je m'énerve plus facilement si je fais pas de sport. Puis je Et tiens pas en place, quoi. au niveau, au niveau sommeil, t'as plutôt tendance, toi, à être plutôt une couche tôt, on va dire. Alors, avant d'avoir notre fils, on était, on va dire, des gens normaux. On se couchait vers 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Puis on se levait en fonction de notre boulot. C'est vrai que notre fils est un couche tôt. Il se couche vers 20h et il se lève tôt, entre 5h et 6h30. Donc finalement, on a un peu pris ses habitudes de se coucher tôt aussi avec lui. Et puis comme ça, quand il se lève, si 5h30 c'est vraiment tôt, mais tant pis, on commence la journée, quoi. Donc on est quand même des gros dormeurs, d'autant plus qu'avec des gardes de 24 heures, faut quand même qu'on récupère. Donc oui, on va dire qu'on est des couches tôt quand on n'a rien de prévu. Alors c'est sûr que si on invite des amis, si on va au resto ou si on est en vadrouille, on va pas tout faire pour se coucher tôt, hein. Mais en règle générale, on va pas être des couches tard depuis qu'on a notre fils, ouais. D'accord. Et comment vous faites justement, alors, plutôt toi, quoi, comment tu fais pour gérer le fait que tu te retrouves des nuits entières sans sommeil? Avec, est-ce qu'il y a une Les répercussion 24 heures de garde? Ouais. Est-ce qu'il y a une répercussion sur le sport? Est-ce que tu te rends compte? Ouais, je pense que oui, oui. Tu vois, si je vais faire nuit blanche, clairement, le lendemain, je vais pas aller faire de sport, hein. Ou alors une toute petite séance, ou alors un tout petit tour de vélo avec mon fils, une petite promenade. Mais
Ouais, non, c'est sûr que après une garde de 24 heures, on n'a pas envie d'aller courir, quoi. Donc, l'avantage, c'est que comme on fait des gros volumes horaires, on a du temps libre en semaine, ce qui permet de faire du sport. Mais après les gardes, c'est quand même vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'aller dehors pour aller courir. Mais bon, en fait, finalement, notre planning sportif, il est fait en fonction de notre planning de travail. Et par exemple, on va dire que le dimanche, on va regarder notre planning. Ah bah tiens, je bosse 24 heures mardi et puis allez, je fais l'hospitalisation vendredi. Bon bah je vais faire du sport tel jour, tel jour, tel jour. On s'organise un petit peu dans notre tête à l'avance. C'est pas non plus militaire. On n'a pas un planning où c'est écrit ah bah tiens à telle heure, je vais aller faire telle séance et puis le lendemain je ferai telle séance. Non, c'est plutôt on regarde vite fait quand est-ce qu'on a un créneau et puis le jour J, on se dit bah tiens, je vais aller faire une sortie longue, je vais aller faire une séance de fractionné, je vais aller faire une séance de renforcement, je vais aller rouler. Voilà, c'est un peu plutôt comme ça que ça se passe. On se met pas de contraintes au niveau du planning. Tu as dit hospitalisation, donc dans le service où tu es, donc y a pas C'est le service d'unité de courte durée, c'est l'UHD en fait. On fait les urgences et le SMUR et l'UHD. Quand je dis hospitalisation, c'est l'UHD. Vous le faites en tournant, c'est-à-dire un jour à tel endroit, un autre à... Comment ça fonctionne? En fait, il y en a. On fait des gardes de 24 heures et des journées pour aider à la porte, et puis on fait aussi des journées en service du HCD. Donc ça tourne régulièrement en fonction du planning, quoi. D'accord. Donc pareil, les nuits sont pas, par exemple, t'as pas des nuits pendant 2 semaines entières et puis ensuite non. D'accord. Et c'est pas que des nuits. Dans mon ancien service, c'était comme ça. On faisait journée et nuit. On faisait pas de garde de 24 heures. Et c'est vrai que je m'étais dit, je ferai plus jamais de garde de 24 heures, c'est vraiment l'enfer. Et puis en fait, les gardes de 24 heures, c'est vraiment pas mal. Parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de temps en semaine, beaucoup plus de temps de faire du sport, beaucoup plus de temps de voir notre fils. Et finalement, c'est dur sur le moment, mais notre corps, il s'habitue, on va dire. D'accord, t'as pas l'impression que ça te claque plus que... ou alors il y a des fois où sur l'ancien service, tu faisais que nuit, par exemple, c'est ça? Ouais, je faisais que nuit, mais en fait, comme je disais, mon ancien service, malheureusement, il était dysfonctionnant en termes d'effectif médical et il y a eu certaines périodes où je faisais 9 ou 10 nuits par mois. Et là, c'était dur. Mais du coup, je faisais du sport la journée avant d'aller faire ma nuit. Donc finalement, je trouvais toujours le moyen de faire du sport. Mais par contre, au niveau de la fatigue, c'est sûr que quand tu fais 9 nuits par mois, t'es fracassé. D'accord. Actuellement, est-ce que tu as des objectifs en ligne de mire? Alors, dans l'ordre, j'ai une Spartan Race, donc course à obstacles 20 km début juillet. Le week-end d'après, je vais faire un 30 km à Valmorel lors de l'événement de la Mad Trail. Ensuite, début août, je fais une étape du Tour de France féminin en partant de Chambéry. Et puis après, il y a un petit trou jusqu'à octobre, mais je pense qu'on va caler des trails, des petits trails de village. En général, on adore faire ça. Et puis en octobre, du coup, je fais l'intégrale des Causses lors du festival des Templiers. Donc c'est entre 60 et 65 km selon les années. Et après octobre, en général, on rentre sur ce qu'on appelle la période d'hiver où on court un petit peu moins et on a un peu moins d'objectifs. Donc voilà, ça c'est les objectifs qui sont déjà posés, mais il y en aura certainement d'autres. D'accord. Et comment, alors ça fait déjà quelques mois, mais comment tu as vécu le postpartum? Alors à part, oui, au bout d'un mois, t'étais déjà... Mais comment t'as fait pour être sûre que t'allais pas te mettre en péril ou... Honnêtement, les 15 premiers jours, je me suis dit, ah là là, comment je vais faire? Comment je vais retrouver ma vie d'avant? Comment je vais m'organiser? En fait, tout a changé. Il va falloir qu'on trouve un nouvel équilibre. Et c'est vrai que tout a changé. Il y a eu beaucoup de remises en question, que ce soit au niveau de la vie personnelle comme au niveau de la vie professionnelle. Je pense que l'arrivée de mon fils, ça a aussi précipité mon départ de mon ancien service, on va dire. Et donc, en fait, l'organisation s'est fait au fur et à mesure. On s'est dit, ah, mais finalement, quand il fait la sieste, on peut quand même faire du sport grâce à notre salle de sport. Ah, bah finalement, quand il est chez la nounou, ça nous laisse du temps pour nous. Donc, oui, on s'occupe de la maison, mais on peut quand même aller courir 1 heure. Et ça s'est fait un petit peu progressivement. Mais c'est vrai que le postpartum immédiat, je me suis pris une grande claque, vraiment. Après, avec le recul, maintenant, je sais que c'est possible. Je sais qu'au niveau organisationnel, si on veut, on peut. Et c'est un peu ce que je dis à mon entourage.
quand on me dit oui, moi j'aimerais bien avoir un enfant, mais je peux pas faire, je pourrais plus faire de sport, je leur dis mais si en fait, tu peux toujours. C'est une question d'organisation. C'est plus tout à fait comme avant puisque il faut toujours penser à comment garder ton enfant, comment faire garder ton enfant. Mais finalement, tout est possible. Tout est possible. Alors nous, c'est vrai que faut quand même dire qu'on a de la chance d'avoir du temps en semaine, que ce soit mon mari ou moi, tous les deux urgentistes, avec les gardes de 24 heures, on a quand même du temps en semaine. Je pense que si on avait un boulot du lundi au vendredi avec des horaires dits classiques, ce serait quand même vraiment plus compliqué. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être en partie pour ça qu'on aime les urgences. On adore notre boulot, on adore ce qu'on fait. Moi, je me vois pas faire autre chose, mais je pense que le fait d'avoir du temps en semaine, ça fait partie de ce qu'on aime dans notre travail. D'accord. Dans les urgences, comme tu dis que t'aimes beaucoup, qu'est-ce que t'aimes dans les urgences? Le travail en équipe. Je me voyais pas du tout dans un cabinet de médecine générale toute seule, même si je sais qu'on peut avoir des exercices différents, qu'on peut travailler dans des maisons de santé, mais moi je dis toujours aux infirmières que je suis rien sans elles, mais c'est vraiment vrai en fait. On est vraiment une équipe, je nous vois vraiment comme une équipe et je me vois pas travailler autrement. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans les urgences. Je suis un petit peu impatiente, donc c'est vrai qu'aux urgences, quand on demande un examen, on n'attend pas 3 semaines en disant au patient, je vous revois dans 3 semaines, on verra ce que ça donne l'examen. Non, là, on a les résultats tout de suite, donc je me sens pas frustrée de devoir attendre. Ça aussi, j'aime bien. Et puis, pas savoir comment va se passer la garde. On commence la garde, on ne sait pas si on va avoir beaucoup de patients, est-ce qu'on va avoir beaucoup de patients graves, est-ce qu'on va faire des déchocages ou pas. Et en fait, l'inattendu, c'est ce que j'aime aussi dans les urgences. D'accord. Alors, donc, bon, les urgences, ça, tu viens de nous dire plein de trucs positifs. Pour pouvoir faire du sport et puis manager bien entre vie professionnelle, vie personnelle, quel choix t'as dû faire, quel compromis en fait? Parce que pour générer du temps pour pouvoir faire du sport, il y a aussi d'autres choses que tu fais pas en fait. Alors, ça c'est sûr. Alors, avant d'avoir mon fils, je pense que tout le monde s'accordera à le dire. J'étais complètement vouée à mon travail. J'ai toujours dit oui à tout. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis un petit peu brûlé les ailes dans mon ancien service. Je disais oui à tout, oui au week-end. Oh, une nuit de plus, ok. Il faut faire ça, ok. J'ai toujours dit oui. J'étais vraiment à fond dans mon travail, mais vraiment à fond. Et puis en fait, quand mon fils est arrivé, il a fallu vraiment tout réorganiser. Et du coup, j'ai baissé mon temps de travail. Donc, je suis passée à 60%. Et honnêtement, je sais pas comment je pourrais avoir l'équilibre que j'ai aujourd'hui si j'avais pas baissé mon temps de travail. Alors, j'ai un 60% de mon service actuel, mais quand même, j'aime beaucoup le travail. Donc, je retourne un petit peu faire des remplacements dans mon ancien service parce que finalement, 60%, c'est presque insuffisant, entre guillemets, pour moi. Mais je pense que dans de prochaines années, on ne sait pas si on aura un deuxième enfant ou pas, mais je pense que je réaugmenterai mon temps de travail et on essaiera de trouver à nouveau une nouvelle organisation pour pouvoir faire du sport, avoir une vie personnelle épanouie parce que j'aime beaucoup avoir des gens à la maison ou avoir une vie sociable, une vie sociale épanouie, on va dire. Et donc, il va falloir retrouver un équilibre si je change de nouveau mon temps de travail. On verra. On verra. Mais je sais que maintenant, tout est possible. Par contre, tu t'épanouis vraiment dans ton travail. Ah oui, oui. Vraiment, alors c'est sûr que les urgences c'est pas facile tous les jours. Régulièrement, on râle. Nous, les urgentistes, on adore râler. Mais franchement, je suis très très contente là où je suis. Alors j'ai la chance d'être dans un centre périphérique. Je pense que le CHU c'est pas fait pour moi et vraiment mon service, tout le monde est bienveillant. Ils m'ont accueilli quand j'ai quitté mon service d'avant là et ils m'ont accueilli et je veux pas dire que c'est presque une famille, mais pas loin quoi. On est tous amis et il y a une bienveillance continuellement. Enfin, c'est vraiment super. J'adore. Et si d'un coup, tu avais un peu plus de temps, vraiment, on ne sait pas trop comment, on a 6 heures de plus par jour, tu l'utiliserais pour faire quoi? J'irais faire de la régulation. J'adore la régulation, mais j'ai pas le temps d'en faire. D'accord. Ouais, je pense que au sport, ça me suffit. Ça me va bien, parce que après, je pense qu'on est trop fatigué pour. Enfin, je sais pas. Non, en tout cas, je ferai pas plus de sport. Je pense que j'essaierai de me former plus pour mon travail et je ferai de la régulation. Qu'est-ce que t'aimes dans la régulation? Le fait de faire un exercice totalement différent de ce qu'on fait en clinique,
de devoir juger sur juste un coup de fil en quelques minutes, de juger quel moyen faut envoyer. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai pu en faire grâce à mon DU de régulation. J'ai pas eu l'occasion d'exercer beaucoup en régulation, mais c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup et peut-être que dans le futur, j'aimerais bien en faire un peu. De l'extérieur, moi je trouve ça horriblement risqué en fait. Oui, ouais, mais c'est aussi ça qu'on aime en fait, prendre un risque et puis se dire bon bah là j'envoie tel ou tel moyen, bon bah là si j'envoie un SMUR à cet endroit-là, j'aurai plus de SMUR pour s'il y a quelque chose. Et c'est aussi ça qui est bien dans l'exercice de la régulation, c'est que c'est complètement différent de la clinique. Et puis c'est agir très vite et c'est pouvoir décrypter à travers ce que les gens disent en fait. Oui, oui, oui. Que, tout compte fait, il y a aussi de la panique qui peut masquer. Il y a aussi beaucoup de communication et en fait, on en revient à ce pourquoi j'ai choisi médecine, la communication avec les gens. Et finalement, la régulation, c'est beaucoup de l'exercice de communication et c'est aussi ça que j'aime en fait. Pouvoir apaiser les gens au téléphone, essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire et je pense que c'est ça que j'aime dedans aussi. D'accord. Et au quotidien, là, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien aimé améliorer ou modifier? Est-ce que j'aurais aimé améliorer des choses? Non, franchement, je suis très heureuse dans mon quotidien actuel. Sachant que, on va dire que j'ai connu un quotidien vraiment pas rose l'année dernière en quittant mon service. Et du coup, je sais que maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse. Voilà, donc non, je changerai rien, franchement. Vraiment, je suis contente dans mon travail, je suis contente dans ma vie personnelle, et je suis contente dans ma vie sportive. La question est 100 euros. Si on te mettait dans les mains, si c'était toi qui étais au gouvernement, là, qu'on te mettait dans les mains, je sais pas, la réforme là qui vont un jour faire sortir là, la place des Passélas, tu sais, les premières années qui fonctionnent pas très bien en fait. Tu verrais quoi, toi, comme parcours qui paraîtrait plus correspondre en fait aux besoins aussi de la société? Tu verrais Comme comment? parcours pour la première année, tu veux dire? Oui, première année et puis la suite du cursus, est-ce que tu trouves que c'est pas mal cette évolution qu'il y a eu? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est pas évident hein, de savoir quel est le bon parcours. Moi, j'étais pas contre cette histoire de concours, même si ça sélectionne pas forcément des bons médecins, mais en même temps, il faut bien avoir un nombre, on va dire entre guillemets restreint d'étudiants si on veut qu'ils soient bien formés. On voit bien que quand on était trop nombreux en stage, quand on arrivait 30 externes en début de stage, dans certains stages, je vois pas comment on peut en mettre plus pour apprendre correctement. Même si certains diront non mais l'externat, on n'apprend rien en stage. Moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que l'externat c'est hyper important. Et je faisais partie de ceux qui allaient tout le temps en stage parce que j'adorais ça. Et je pense que il faut de toute façon faire une sélection à un moment donné, que ce soit par un concours ou par des dossiers là avec les réformes qui sont passées. Oui. Ouais, mais il faut faire une sélection à un moment donné pour que les médecins de demain ils soient quand même bien formés quoi. On peut pas mettre 50 000 internes dans les services. Les médecins ne pourraient pas s'en occuper. Moi, je me suis toujours occupée des internes. J'adore m'occuper des internes. Et ben, c'est sûr que s'il y en a vraiment beaucoup, on a du mal à, à savoir quelles sont leurs attentes, à voir leur évolution, à savoir quelles sont leurs difficultés. Et il faut quand même se dire que il faut qu'il y ait des médecins pour former ces futurs étudiants, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Oui, et puis on peut pas laisser, on ne voudrait pas non plus que par exemple en fac, je prends complètement autre chose, en fac de droit ou en fac de maths, tous les gens qui rentrent à l'inscription soient ceux qui sortent avec un master 2, ce serait pas faisable. Et ça voudrait dire que même ceux qui n'ont pas du tout les connaissances sont sortis quand même de la fac diplômés. Donc, Oui, ouais, ben c'est sûr que de toute façon, c'est les études de médecine, elles demandent beaucoup de connaissances, elles demandent de la connaissance théorique et de la connaissance pratique. Et ben si on fait la porte ouverte, alors c'est bien, hein, il faut plus de médecins, ça c'est sûr, mais il faut pas non plus que les études elles deviennent euh, un peu au rabais, quoi. Il faut vraiment que tout le monde puisse avoir accès au stage et à la formation théorique, comme nous, on a eu accès au stage à une formation théorique de qualité. Tu avais, toi, pendant externat, une concordance entre les cours, au niveau timing, on va dire, entre les cours et les stages?
Non, pas du tout. Je suis passée en hémato, j'avais jamais ouvert un livre d'hématologie. Et c'est pas grave, on apprend sur le terrain. Je suis passée en dermato, on n'avait pas non plus fait la dermato. Donc il a fallu se faire le bouquin en quelques semaines pour comprendre un peu les patients qu'on voyait tous les jours. Mais tant pis, on apprend aussi en stage, même si on n'a pas fait les livres avant. Oui. Un médecin là qui nous écouterait, qui dirait, qui fait pas spécialement de sport, mais qui a envie d'être en bonne santé, de se sentir bien, comme on a dit tout à l'heure sur le sommeil et tout, et puis le fait de calmer ses nerfs. Je cherchais autre chose d'un petit peu plus politiquement correct, mais bon. Comment tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais potentiellement conseiller à quelqu'un qui se dit, bon, en fait, je vois que j'y arrive pas, mais j'aimerais bien me mettre à quelque chose de physique. Je pense que il y a plein de solutions de bouger. Il y a plein de solutions pour bouger, je veux dire. On peut toujours aller chercher ses enfants en vélo. On peut les promener, on peut. Y a toujours une occasion de bouger. Il n'y a pas forcément une obligation d'aller courir 10 km ou courir 5 km. Même aller courir 3-4 km ou même juste marcher pour prendre l'air, c'est quand même une activité physique. Donc je pense que quelqu'un qui a juste envie de changer un petit peu son quotidien, il peut toujours, avec une organisation bien ficelée, il peut toujours réussir à trouver un petit créneau dans sa semaine pour bouger un peu. On ne dit pas qu'il faut courir un semi-marathon ou un marathon à chaque fois que quelqu'un se met à la course à pied, pas du tout. Mais je pense que chacun à son niveau peut faire de l'activité physique. Et comme tu dis, il y a aussi une organisation à trouver et puis des choix à faire en fait. Il y a des choix à faire, ça c'est évident. Si quelqu'un a déjà une vie bien remplie sans activité sportive, il va falloir faire un choix pour pouvoir faire l'activité physique qu'il désire. Donc ça c'est sûr que il va falloir faire des compromis. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de rajouter là, que tu as encore le micro? Écoute, moi je conclurai sur un point positif, c'est que je pense que tout le monde peut faire de l'activité physique, même en toute petite quantité, et que chacun devrait prendre le temps d'aller prendre l'air, ça fait du bien. Et le sport, c'est quand même vraiment le bien-être. Je pense que ça fait vraiment partie du bien-être, et chacun devrait s'y essayer un petit peu à l'activité sportive. Et transmettre ça à ses enfants. Toi, ça t'a été aussi transmis et tu vas Ça m'a été transmis. J'espère transmettre ça à notre fils. J'espère que la culture sportive familiale va encore continuer longtemps. Ah on l'espère. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ton parcours. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et des super futures courses. Oui, alors pas pour des performances, mais pour les paysages, pour le côté sociable, et puis parce que c'est super. Merci. Merci, bon après-midi. Je vous remercie de votre écoute. Partagez le podcast autour de vous, faites-le vivre. Et proposez-moi des sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés et des invités à entendre. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur votre appli. C'est une manière actuelle, efficace, pour le faire découvrir. À bientôt.